Il me semble que ça fait déjà très longtemps que je suis pas venu vous parler comme ça, tout seul, là, avant ou après une émission. Et j'ai décidé de le faire aujourd'hui parce que, bon, on est déjà passé la mi-avril. On peut déjà commencer à faire un bilan de la saison actuelle. Saison qui a débuté en présentiel, mais qui s'est vite transportée par la distance, hein, par les enregistrements à distance, que ce soit par Skype, par FaceTime, par Messenger. On a utilisé toutes sortes de technologies et je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Par contre, je voulais vous parler d'un petit pépin dont j'ai eu connaissance un petit peu à partir des émissions du mois de mars. Il y en a qui m'en ont parlé et on a investigué le problème et malheureusement pour le moment, on ne peut rien faire. Là, c'est qu'il y a eu quelques petites coupures dans des émissions et ça, c'est l'ordinateur qui a décidé de faire des siennes. Et comme je vous dis, ben c'est ça, c'est l'enregistrement original qui a été fait comme ça. Je sais que ça m'a été rapporté là, dans une émission au mois de mars. Euh, j'ai eu connaissance aussi dans une au mois d'avril. Et ben, je vous le dis, là, s'il y a des coupures, ce ne sont pas des coupures intentionnelles. Ce sont des coupures des caprices de l'informatique. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je suis en train de renouveler là, pratiquement mon équipement informatique au grand complet. On passe par le routeur, le modem et, bien sûr, l'ordinateur. Et pour ce qui est du reste, ben, on essaie de peaufiner nos technologies. On essaie de s'améliorer dans le fonctionnement de l'enregistrement, dans le fonctionnement de diffusion. Je sais que cette année, bien, on a eu beaucoup de plateformes sur lesquelles nos émissions sont maintenant disponibles. Et je vous annonce là, que très bientôt, là, si ce n'est pas déjà fait, en tout cas, on est en train de régler là, des petits détails, mais les entrevues vont être disponibles sur la plateforme de l'audiothèque L'Oreille qui lit. Donc, s'il y en a qui utilisent leur plateforme, que ce soit informatique ou téléphonique, les entrevues vont être disponibles là très bientôt. Et ça, c'était, bon, les petites coupures, c'était les moins bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on poursuit le travail. Je poursuis également mes recherches pour la prochaine saison. J'ai déjà des noms et j'en veux d'autres. Hein. Je veux que vous continuez de me proposer des gens. Et aujourd'hui, je voulais en plus venir vous parler parce que j'ai décidé d'implanter un petit concours. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et j'avais comme l'occasion rêvée pour le faire parce que j'ai décidé de faire tirer parmi les auditeurs du Canada un CD de Katia Darèche. Vous savez, Katia a prêté sa voix à Connaissez-vous toute la saison, toute l'actuelle saison. C'est elle qui fait les présentations du début et le générique de fin. Donc, elle a collaboré tout au long de la saison et jusqu'à la fin de cette saison-ci d'ailleurs. Et Katia a sorti un album depuis, ça faisait 18 ans qu'elle n'en avait pas sorti un. Et cette année, en février, elle nous a fait le plaisir et le bonheur de se produire en CD avant de se produire en spectacle là, quand la satanée pandémie nous le permettra. Donc, j'ai décidé de faire tirer un CD parmi les auditeurs de Connaissez-vous qui sont au Canada. C'est très simple pour y participer. D'ailleurs, là, vous allez pouvoir l'entendre dans les quelques secondes là,
entendre tous les détails de ce concours avec une voix qui va peut-être vous dire quelque chose. Hein? Je vous disais qu'il y avait des collaborateurs passés qui n'étaient jamais bien loin. Vous allez en avoir une preuve. Donc, vous allez avoir tous les détails, mais vous pouvez participer à ce concours-là jusqu'au dimanche 16 mai à midi. Et après, on va faire un tirage qui, le nom de cette personne-là va vous être dévoilé dans notre dernière émission de la saison en mai. Et le CD de la personne lui sera automatiquement expédié par la poste. Donc, je vous invite à écouter les informations pour le petit concours que voici. Entendez nous présenter les invités de Connaissez-vous semaine après semaine depuis le début de cette saison. Il s'agit de Katia Darèche. Mais le saviez-vous? Katia a sorti un tout nouvel album country en février dernier. Pour célébrer cet événement, nous vous offrons la possibilité d'en gagner un exemplaire en participant à notre petit concours. Pour ce faire, vous n'avez qu'à nous écrire en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com et à nous mentionner quelle a été votre entrevue préférée de Connaissez-vous depuis ses débuts. Ce concours s'adresse aux résidents du Canada seulement et vous avez jusqu'au dimanche 16 mai à midi pour y participer. Le gagnant sera mentionné dans l'émission du 28 mai prochain et son album lui sera acheminé par la poste. Bonne chance à tous et à toutes! Alors, j'espère que vous allez participer en très grand nombre. J'espère que les dernières entrevues de cette saison vont vous plaire. Je pense qu'on a encore plein de beaux témoignages à entendre, encore plein de choses à en tirer. Et je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de me faire part de vos commentaires, de me faire part de ce que Connaissez-vous vous apporte. Et je vous souhaite encore de très bonnes écoutes. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec une dame qui nous entraînera dans un tourbillon d'activités fort divertissantes, Linda Boutet. On se transporte une fois de plus dans le coin de Québec avec une invitée que je connais très peu à l'heure actuelle. Je sens que je vais la connaître beaucoup plus à la fin de l'entrevue, mais elle m'a été proposée par des gens du milieu des non-voyants et ça me fait plaisir qu'elle ait accepté de participer. Elle s'appelle Linda Boutet. Tout d'abord, bonjour Linda. Bonjour. Bonjour et comme je le disais, merci d'accepter. Ça me fait plaisir de connaître une personne de plus et d'en faire connaître à d'autres aussi. Je sais qu'il y a sûrement plein de gens qui te connaissent, mais moi, j'y vais souvent avec les gens qui connaissent pas puis qui ont le goût de découvrir des gens à leur tour. Ben merci de m'inviter. Ça me fait plaisir d'être là aussi. Super. Alors, puis tu me disais aussi que tu avais écouté quelques entrevues, peut-être plus comme l'année passée, mais oui. Je te dirais que ça fait 4 ans que j'en fais des entrevues, puis ils ont toujours pas mal gardé le même canevas, le même principe, hein, c'est de faire un portrait de toi, de commencer par la naissance. Donc, est-ce que tu serais à l'aise de nous dire environ vers quelle année tu es né puis à quel endroit? Alors, je suis née en 1973. Je suis née à Shawinigan. OK. Oui. Par contre, je suis pas restée là très longtemps. Honnêtement, je suis née là, mais je m'en souviens pas beaucoup parce que à l'âge de 2 ans, on est déménagé à Fermont, qui est vraiment dans le nord du Québec. OK. C'est une autre affaire, là, dans le nord comme ça, là. Oui. Et on est resté là une 12aine d'années. Donc, pour moi, je suis née à Shawinigan, mais quand on me demande d'où je viens, j'ai plus tendance à dire que je viens de Fermont. C'est ça, là, parce que tu as des souvenirs d'avoir habité là.
Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai fait toute mon primaire là, une partie de mon secondaire. Puis après, on a déménagé à Québec. Donc, on est à Québec depuis plus d'une trentaine d'années environ. Là. Et 1973, c'est pas très loin de moi. Moi, je suis né en 75. Ça fait qu'on est dans la même tranche d'âge. C'est super. Oui. Ben, c'est parce que je disais aussi quelque chose d'un peu cliché, là. Tu sais, des Linda, il y en a de tous les âges, hein. Il y en a des beaucoup plus âgées, puis il y en a encore quelques-unes plus jeunes, mais Oui, c'est vrai. c'est un nom qui a traversé un peu différentes époques. Oui. Alors voilà, le lieu de naissance et l'endroit s'est établi. Et toi, ton handicap visuel, ça retourne de quoi exactement? C'est quand que vous vous en êtes aperçu? OK. Mes parents s'en sont aperçus, j'étais bébé, j'avais quelques mois. Par contre, au départ, on avait dit que j'étais aveugle et sourde et que je parlerais pas, etc. Là. Et sourde aussi? Ah oui? Oui, si on se remet en 73, peut-être que c'était pas comme c'est aujourd'hui maintenant. Alors, on avait dit que j'étais sourde, aveugle et muette. Hein, on avait dit ça comme ça, supposément dans le temps. Alors, assez rapidement, on s'est rendu compte que j'étais pas sourde du tout. Et Dieu merci, hein, parce que là, oui, tout à fait, là. aveugle et sourd, c'est que ça commence à faire. C'est ça. Par contre, j'ai eu une petite vision à un moment donné, vers l'âge peut-être de 2-3 ans, je commençais à pointer des choses puis à dire ben c'est quoi ça? Alors là, on s'est rendu compte que finalement, j'étais pas en cécité totale. Alors, on a passé toutes sortes d'examens, etc. Puis, effectivement, j'avais un certain pourcentage de vision dont je me souviens pas vraiment. C'était quoi le pourcentage exactement? Mais assez pour que je sois considérée basse vision, comme on dit là. Quand j'ai commencé l'école, j'étais pas en braille. Là. J'utilisais loupe, lunettes, télévisionneuse, tout ça là. OK. J'étais capable de. Oui. Et donc, pour quelqu'un qui était supposé être aveugle et sourde, là, bon, t'étais pas sourde, puis t'avais quand même assez de vision pour pas être considéré là comme dans les aveugles là total ou presque oui. là. OK. Oui, au départ, oui, tout à fait. J'ai eu la canne, par contre, à l'âge de 6 ans environ. Ouais, j'étais en première année. Je pense qu'à ce moment-là, on donnait pas la canne si tôt. Mais comme j'étais à Fermont, sur la Côte-Nord, et que il y avait des escaliers dans l'école, puis les planchers étaient très foncés, puis les corridors, forcément, étaient foncés aussi à cause de la couleur du plancher et tout ça. Donc, je tombais dans les escaliers. Alors, on a dit, C'était pas un bon essayer. contraste pour toi, là. Pas du tout, pas du tout. Je voyais pas assez pour... Alors, monter un escalier, ça allait, mais quand j'arrivais pour descendre... C'était plutôt risqué, dangereux. Là. Ben c'est ça, Dieu sait que les escaliers descendantes, là, ça peut nous jouer des fois des mauvais tours. Là. Exactement. Puis quand on est plein de monde à se promener en même temps dans une école, là, c'est pas évident. Là. Mais est-ce que tu as des souvenirs un peu d'avant l'école? Est-ce que toi, comme exemple socialement avec les amis, est-ce que toi, tu avais déjà conscience que ta vision était pas comme la majorité des gens? Honnêtement, plus ou moins. J'ai eu des amis. C'est sûr qu'à Fermont, c'est un milieu où c'est plus petit. Fait que ça a été plus facile peut-être de faire des amis avec les voisins, voisines, tout ça. Donc, je peux pas dire que j'avais tant conscience que ça, que je voyais pas. Il y avait sûrement des choses que je pouvais pas faire, c'est certain, mais je réalisais pas vraiment ça en bas âge. OK. Puis même une partie du primaire, à part que je voyais pas au tableau parce que c'était de loin, puis que j'avais besoin d'aide pour lire, écrire, tout ça. Socialement, j'ai pas souffert tant que ça de pas voir. Comme plusieurs, c'est sûr qu'à un moment donné, avec les années qui avancent, on se fait se faire dire des petites choses, se faire crier des noms. Ça, comme plusieurs, je pense que c'est un peu inévitable. Là.
Mais je peux pas dire que ça a été difficile là, au point de vouloir arrêter ou quelque chose comme ça, là. OK. Et là, tu parlais d'aide que tu as eue pour l'école. C'était pour ta vision de loin, pour le tableau, puis tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'ont été offertes à cette époque-là? Ouais, dans ce temps-là, maintenant c'est l'IRDPQ. Dans ce temps-là, ça s'appelait le Centre Louis Hébert. Alors, il y a eu des intervenants du Centre Louis Hébert qui sont venus à Fermont pendant une partie de mon primaire, puis même au début du secondaire aussi. Ils venaient peut-être une fois par année ou deux maximum pour donner des trucs aux professeurs pour qu'ils puissent m'aider là à mieux suivre dans la classe. Puis dans les appareils, c'est ça. À ce moment-là, c'était vraiment loupe, lunettes, télévisionneuse. C'était vraiment comme quelqu'un qui a une basse vision. On avait essayé le télescope un petit peu aussi pour le tableau, sauf qu'on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte que quand j'essayais de regarder au tableau puis trouver ce que le professeur écrivait, j'entendais plus, j'étais pas assez concentrée pour écouter ce qu'il disait. OK, ça te demandait comme trop d'efforts pour... Oui, c'était trop. Alors, j'ai décidé que je m'habituais à juste écouter. OK. Et tes souvenirs du primaire, comment c'était? Est-ce que tes matières, qu'est-ce qui t'intéressait le plus? Qu'est-ce qui t'intéressait le moins aussi? Ça devait aller ensemble un peu? Ouais, j'étais pas pire quand même à l'école. Je me souviens pas que j'avais vraiment des choses qui m'intéressaient le plus ou moins. C'est sûr qu'au début, comme on était aussi dans un milieu éloigné avec moins de ressources, je me souviens par exemple que ma mère devait venir à la récréation parce que au début on avait peur que je tombe puis que je me fasse mal puis que l'école soit responsable. Alors j'avais oublié de dire ça tantôt là, au niveau social là. Donc ma mère venait aux récréations pour me permettre de sortir dehors puis jouer avec les amis. C'est sûr que ça doit faire drôle que sa mère soit présente. Oui, c'est sûr. Au début du primaire, remarque, c'est moins pire un peu là. C'est sûr qu'elle n'est pas venue tout le primaire. À un moment donné, ça s'est calmé, les craintes se sont estompées un petit peu. Puis je dirais à partir de peut-être de la 4e année là, elle venait plus. Puis j'étais capable d'aller dehors puis de jouer avec les amis puis de faire les activités ou comme en éducation physique, des fois on allait patiner, c'était quand même un défi là. Mais comme les gens, comme je te dis tantôt, c'est un petit milieu. Alors les gens, on s'habituait les uns les autres. À un moment donné, les amis, j'en rendais plus tellement compte de mon handicap. Ils m'acceptaient comme ça, puis regarde, on va te prêter une paire de patins, puis viens-t'en patiner avec nous autres, puis essaye, puis c'est ça. Alors, ça s'est quand même bien passé. Il y a eu l'adaptation du début du primaire, mais après, je dirais que ça s'est bien passé. Et t'étais même intégrée dans les cours d'éducation physique? Dans ce temps-là, oui, j'ai intégré complètement dans les cours réguliers. J'ai eu beaucoup de soutien en première année pour apprendre à lire. Donc, j'avais 1 heure à peu près par jour avec le professeur toute seule. C'était le moyen qu'on avait trouvé dans ce temps-là, parce que c'était pas aussi développé que maintenant pour l'éducation spécialisée, puis les intervenants et tout ça. Alors, le professeur me donnait 1 heure par jour toute seule pour que je sois capable vraiment d'apprendre à lire, puis prendre le temps de me montrer les choses pour que je sois capable de suivre. Mais à partir de la 2e année, j'étais intégrée dans tous les cours. J'ai été comme ça jusqu'en secondaire 1 facile. Là. OK. Puis là, tu disais que c'est ton primaire que tu as fait à Fermont, puis ça veut dire qu'après ça, il y a eu un déménagement forcément, puis il y a un changement de région, puis... En fait, non, j'ai fait primaire, puis secondaire 1 et 2. OK. Et... Au secondaire, ça a été une autre adaptation, naturellement. Ouais, est-ce que c'était un changement d'école aussi, ou si c'était... C'était la même école, c'était un changement d'étage. OK. Il y avait l'étage pour le premier maternelle jusqu'à la 3e année. Il y avait un autre étage pour 4e, 5e, 6e et l'étage du secondaire.
OK. C'est qu'on graduait les échelons avec C'est ça. les étages de l'école. C'est ça. Et là, rendu au secondaire, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment ça s'est passé? Ben là, en plus du centre Louis Hébert, il est venu, mon Dieu, comment on appelait ça donc? Les professeurs itinérants. Ah ben oui, OK. Alors, il y a un professeur itinérant qui est, comme on dit, rentré dans le dossier, qui est venu aussi pour donner du soutien aux professeurs. Puis là, je me souviens qu'au début, il était scandalisé de voir que je faisais un horaire régulier, puis de voir que je pouvais prendre jusqu'à 2 heures par soir pour faire mes devoirs, parce que je voyais, mais je voyais très peu. Je voyais juste de l'œil gauche, je pense. C'est ça, je l'ai pas dit depuis le début, mais je voyais uniquement de l'œil gauche, à un pourcentage quand même pas si élevé que ça, mais assez pour qu'on dise que je devais pas apprendre le braille parce que j'allais plus me servir de ma vision. Mais la lecture, ça pouvait prendre 1 heure, lire une page. Ouais, OK. Alors, mais moi, j'avais pas connu autre chose que ça. Donc, pour moi, c'était comme normal. Puis, j'avais pas réalisé que les gens avec une bonne vision prenaient pas 2 heures par soir pour faire leurs devoirs. Tu sais. Mais lui, il était scandalisé de ça. Puis là, il voulait m'alléger mon horaire, me donner moins de cours, puis m'enlever comme l'éducation physique. Puis ça, c'est sûr qu'au secondaire, l'éducation physique, c'est devenu un problème, là. À suivre puis à jouer avec les autres pour les différents jeux. Là. Les sports d'équipe et tout ça. Les sports d'équipe, non, c'était pas très, comme on dit, très sécuritaire, là. Au début, j'étais un peu réticente à faire ce changement-là parce que pour moi, dans ce temps-là, ce que je souhaitais, c'était d'être comme tout le monde, de faire tout comme tout le monde. Mais oui, puis c'est ça. Tout le monde, puis c'est ce que j'avais connu là. C'est ça effectivement, c'est ça. On veut tous être comme tout le monde, hein. On veut être comme ça. Notre gang d'amis, puis tu sais. Exactement. Puis là-bas, j'étais la seule qui avait un handicap visuel. Donc, pour moi, c'est. Alors, j'ai finalement accepté certains changements qui ont été bénéfiques finalement, mais ça a fallu que je fasse mes expériences moi-même pour réaliser que oui, il avait bien raison, que tel cours c'était trop, puis tel autre cours c'était mieux de l'adapter, puis etc. Là. Puis tu devais être aussi épuisé certains là, parce que bon, avec la vision que tu avais, le temps que ça te prenait pour faire tes devoirs, tout ça, ça devait être devait plus te rester beaucoup de temps. C'est que j'avais pas vraiment beaucoup de loisirs. Okay. À ce moment-là, j'avais pas le temps. C'est sûr que oui, je jouais dehors, tout ça, mais il y avait pas beaucoup de temps pour beaucoup d'autres choses là. Et pas tant d'autres activités non plus. À ce moment-là, non. OK. Donc là, ils t'ont allégé ton horaire, tout ça. Finalement, ça a été bénéfique, tu l'as pas regretté. Ton secondaire s'est poursuivi à ce rythme-là, de cette façon-là? Oui, secondaire 1 et 2, c'est fait comme ça. On a enlevé, on m'a donné un cours dans ce temps-là, on donnait des cours on appelait ça de dactylo. Donc, ce qui a été bénéfique pour moi, parce que ça m'a fait apprendre mon clavier pour être capable de taper sur un clavier d'ordinateur, qu'on veut pas se servir juste d'un doigt ou de 2 doigts. Ça a été bénéfique que j'apprenne, même si le dactylo, maintenant, on n'écrit plus avec une machine à écrire comme telle, mais c'est le même clavier. Oui, c'est ça. Alors, le principe. Puis le principe, c'est ça. Le doigté, là. Exactement. Alors ça a été, dans le fond, on m'a remplacé, si je me rappelle bien, c'était mes cours d'éducation physique qu'on a remplacé par ça. OK. Et est-ce que tu tapais tes travaux à la dactylo ou est-ce que tu... Dans ce temps-là, non. J'écrivais encore avec un crayon, des feuilles lignées, puis des cahiers à anneaux comme tout le monde. Là. OK. Et là, est-ce qu'au secondaire, tu te souviens un peu, c'est quoi qui t'intéressait le plus, puis c'est quoi que tu avais le plus de misère? Est-ce que ça... Les mathématiques, c'était comment? Ça allait super bien. J'étais bonne en maths. OK. Il en faut. J'étais bonne en maths, honnêtement. Mais
en fait, c'est sûr qu'au fil des années aussi, j'ai peut-être sauté quelques petits détails, là, mais il y avait la musique qui m'intéressait beaucoup, là. J'avais commencé entre autres, à chanter dans une chorale d'enfants quand j'étais au primaire. OK. Bon, un peu moins au secondaire, mais la musique était présente. C'était quelque chose que j'aimais. Puis donc, c'est sûr qu'au secondaire, en secondaire 2, si je me rappelle bien, j'ai commencé à faire partie de l'harmonie de l'école. Je jouais de la flûte traversière. Et comment c'est venu, ça, le goût de la musique? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur pour ça? Est-ce que... Dans la famille du côté de ma mère, il y a beaucoup de monde beaucoup d'oncles et tantes qui jouaient de la musique par oreille. Alors les parties de famille, c'était un emmenait son harmonica, l'autre l'accordéon, etc. Là. Alors peut-être, je pense que ça a sûrement été influencé. Pour le reste, honnêtement, je me souviens pas vraiment. J'ai commencé à chanter dans la chorale. Je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si pire. Puis j'ai réalisé que c'était quelque chose qui m'intéressait, là. OK. Puis au secondaire, il fallait en secondaire 1, il fallait choisir un instrument d'harmonie. Donc, j'ai fait de la flûte à bec comme tout le monde au primaire, mais au secondaire, il fallait choisir un instrument d'harmonie. Alors là, tout le monde me disait, prends pas ci, prends pas ça, prends pas la flûte traversière, c'est trop compliqué, tu vas voir, c'est dur, puis prends la clarinette, ça va être mieux, puis mais j'avais dans l'idée de prendre la flûte, peut-être parce qu'on m'a dit que ça allait être trop dur, puis je voulais défier. T'étais une fille de défi, là, quand même. Oui, j'étais il suffisait de me dire de pas faire quelque chose que c'était trop difficile, puis que j'essayais de le faire, là, mais alors, et est-ce que tu as trouvé ça difficile aussi? Ça a été quand même, bien. Ça m'a pris un mois avant de sortir un son qui avait du sens. Mais j'ai déjà entendu des gens aussi qui ont dit ça, là, que ça se fait pas en claquant des doigts, là. Non. La difficulté avec la flûte traversière, quand on voit pas, maintenant je peux le dire avec le recul, c'est ça prend du temps avant qu'on trouve comment placer notre bouche sur l'embouchure. OK. Il y a comme une technique, là, ouais, c'est juste la lèvre d'en bas, puis il faut qu'il y ait comme un angle particulier puis l'angle peut être différent d'une personne à l'autre, dépendamment de la forme de notre bouche. Puis, comme on ne peut pas voir la personne qui nous le montre, puis on peut pas se regarder dans le miroir pour savoir si notre bouche ressemble à ce qu'elle devrait ressembler. Alors, ça prend du temps. Ouais, j'avoue, là. C'est essai et erreur. C'est pas comme avec les mains que quelqu'un peut toucher à nos mains, là. Ils peuvent pas vraiment nous toucher la bouche. Puis non, c'est ça, c'est embêtant un petit peu. Ouais, j'avoue. Donc, ça a pris un mois avant que tu puisses faire un véritable son. Ouais. Est-ce que ça t'a découragé un peu? Est-ce que ça t'a... Pas vraiment. Non. Je me souviens que mes parents me disaient, tu réussiras jamais à sortir un son de ça. Mais heureusement, c'était pas trop fort. C'était juste de l'air qui sortait. Alors, c'était pas trop fatigant pour les oreilles, là. Mais non, il faut que j'y réussisse. Il faut que je vais y arriver. Je peux pas croire. Puis effectivement, à un moment donné, tranquillement, il y a un son qui a sorti. Puis après ça, tranquillement, j'ai comme compris probablement le principe, puis ce qu'il fallait la manière de se placer. Puis j'ai fini par à sortir des sons qui avaient du sens. Puis ça s'est amélioré avec le temps, là. OK. Et là, ça, c'était secondaire 1, puis... Ouais, secondaire 1, 2, puis après, j'ai continué aussi, là. Mais après ça, tu as déménagé. Oui, j'ai déménagé à Québec entre mon secondaire 2 et mon secondaire 3. Et ça a été comment, le changement de... Tantôt, j'ai voulu aller trop vite, là, mais... Ça a été quelque chose. Ouais. Ça a été... partir d'une école, d'une ville où il y avait à peu près 4 à 5 000 de population. Arriver à Québec, particulièrement à Charlebourg, dans une polyvalente où il y a 2000 personnes. Ça faisait une méchante différence. Mm-hmm.
Et partir d'un milieu où on connaît tout le monde, où tout le monde nous connaît, arriver dans une école où vraiment complètement différent, puis la mentalité est différente aussi. À Fermont, c'était tout le monde se parle, tout le monde se connaît, tout le monde vont aider tout le monde quand on arrive dans une grande ville comme Québec. Puis les gens sont pas se parlent pas autant. Il va y avoir, bon, on parlait à un ou l'autre d'amis, mais ouais, mais tu peux pas connaître tout le monde, puis ben non. Puis quand je suis arrivée à Polyvalente, j'étais en secondaire 3. Donc les autres aussi, parce que la Polyvalente commençait à ce moment-là en secondaire 3. Donc tout le monde arrivait fait d'une école différente. Peut-être qu'il y en a qui étaient dans la même école avant, mais ce qui m'a frappé le plus, c'est quand on se retrouvait devant une classe en attendant que le professeur arrive pour ouvrir la porte, puis personne ne se parlait. Pour moi, j'étais comme, ben, dans quel monde je suis rendue? J'avais jamais connu ça, moi, là. Personne ne se parle. Ça va être long, ça. Ça a été un choc. Méchant choc. Ah oui. Ça m'a pris, je dirais que ça m'a pris une bonne année à m'habituer, même que les premiers mois, je voulais m'en retourner. Je voulais pas rester là. Mais bon, puis en plus, c'est à cette année-là où j'ai passé des examens pour les yeux et tout ça. Est-ce qu'on le savait avant puis on me l'a pas dit, puis ou est-ce que comme ça s'est dégradé un petit peu, on s'est dit qu'on devait me le dire. On m'a annoncé que j'avais ben je le savais avant, mais on n'en avait pas trop appuyé dessus, c'est que j'ai la rétinite pigmentaire. OK. Puis là, on m'a annoncé que je pouvais perdre la vue n'importe quand. Alors OK. Ouais, c'est tout en même temps. Moi, c'est tout ou rien. Hein? Alors, on m'a dit, ben, ce serait peut-être plus prudent d'apprendre le braille. Donc, première année à Québec, première année à Québec, première année dans une nouvelle école, et on enlève des cours pour apprendre le braille. C'est ça, là, parce que là, il faut que tu l'apprennes. J'avais 15-16 ans, là. 15 ans. J'avais 15 ans. C'est ça, mais à l'école, à travers tes autres matières, puis pas pendant l'été ni rien, là, pendant l'année scolaire. Non, c'était en même temps. Tout à fait. C'était en même temps. Dans ce temps-là, il y avait un département pour les personnes handicapées visuelles à la Polyvalente de Charlesbourg. OK. Donc, ce qui se fait que je passais d'un milieu totalement intégré à un milieu semi-intégré. Ça aussi, c'est un choc. Et ça a été difficile? Est-ce que... Oui, ça a été difficile. Ça a été difficile au départ parce que j'étais pas habituée de me retrouver avec d'autres personnes non-voyantes. Puis, je pense que c'est à ce moment-là que ça m'a fait réaliser que ben, je suis pas folle, je savais que j'avais quand même des limites avant, je savais qu'il y a des choses que je ferais jamais et tout ça, mais ça les a plus comment je dirais ça donc? Ben, disons, mis l'accent là-dessus. Oui, oui, c'est ça, c'est devenu plus évident. Donc puis justement comme à la Polyvalente au début, les gens j'avais peut-être la plupart de mes cours étaient intégrés, sauf les mathématiques. À ce moment-là, on n'était pas intégrés en mathématiques. Donc, ni en anglais. Puis, ben là, c'est ça, on m'a enlevé des cours pour me donner des cours de braille. J'avais peut-être 2-3 cours de braille par semaine. OK. Et ça, l'apprentissage du braille, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, par contre. J'ai pas eu trop de difficultés. J'ai appris mon braille intégral. J'ai-tu fait l'abrégé? Je me souviens pas, mais ça m'a pris à peu près 6 à 8 mois, là. En un an, là, j'étais à l'aise en braille abrégé, là, sans problème. OK. Donc, braille français, là. Braille français. Donc là, on te fournissait des livres académiques en braille aussi, puis... Ouais, on a commencé en deuxième partie d'année à me fournir des livres académiques en braille. Alors là, c'était très drôle parce que j'avais pas ce qu'il fallait pour écrire en braille, sauf le dactylo-braille, mais qu'on n'apporte pas dans les cours parce que ça fait vraiment du bruit.
Oui, Alors, c'est parce que pendant quelques secondes, je me suis replongé dans mes souvenirs. Là, je me suis dit, sauf quand ouais, on est à l'école de non-voyants, je parle pas du poinçon, là. Je parle vraiment de la dactylo-braille, là. qu'on est 7-8 dans une classe à écrire du brailler, là. Ouais, j'ai pas connu ça, par exemple. Ouais, ben moi, oui. OK. Alors, mais c'est ça. Fait que j'arrivais dans mes cours intégrés ou semi-intégrés. J'arrivais dans mes cours avec mon livre en braille, mais avec toujours mon cahier, mon cahier de notes puis mon crayon. Parce que je voyais encore, là, à ce moment-là. La vue avait baissé, mais pas tant que ça. Donc, c'est sûr que j'étais contente de lire en braille. Maintenant, je lisais tellement plus vite. Ben oui, parce que là, tu disais, des fois, prendre 1 heure pour lire une page, là, en braille. Ben là, en braille, je lisais presque aussi rapidement qu'un élève qui voit, là. Mm-hmm. Pour moi, c'était un gros changement. Puis là, je me disais, pourquoi j'ai pas appris ça avant? Mais bon, on peut pas revenir en arrière de toute façon, là. Non, effectivement. Mais je continuais à prendre mes notes avec un crayon. Puis, je faisais de la musique à ce moment-là. Alors, je lisais encore mes notes de musique avec la télévisionneuse. OK. Alors, quand je jouais de la flûte traversière, même dans les concerts, dans l'harmonie, j'avais ma télévisionneuse sur scène. Je bougeais le plateau avec mon coude. C'était pas très, très facile pour la position. Mais je bougeais mon plateau avec mon coude pour voir mes notes. Puis, je jouais de la flûte comme ça. Hey, quand même, hein? C'est toute qu'une organisation puis toute une installation. Là. Ouais, puis ça prend une grande ouverture des professeurs aussi d'accepter ça, là. Puis des autres élèves, là, des autres musiciens, là. Mm-hmm. Parce que je prenais quand même la place de 2 avec une télévisionneuse. Ça avait beau être petite, là. Ça avait beau être les mini, mais quand même. Quand même, hein? Ça demande l'installation. Oui. OK, en tout cas, mais c'est déjà quand même bien que tu étais capable de lire tes notes, même en concert, puis tout ça. Ça fait que ça, c'est bien, c'est cool. Oui, oui. Et là, la poursuite du secondaire, est-ce qu'à un moment donné, ils t'ont fourni quelque chose aussi pour écrire? Ben effectivement, à un moment donné, je pense que c'est en secondaire 4, l'année suivante. Là, on m'a donné, dans ce temps-là, on était rendu au Versabraille. Je sais pas si tu as connu. Ben oui, j'ai connu ça. C'est que tu as connu le Versabraille, OK? Ouais, j'ai connu le fameux Versabraille. Je me souviens plus comment il s'appelait. VB2, je pense. Oui, ben VB2, ouais, exact. VB2 plus, là, quelque chose du genre. Alors, j'ai eu ça jusqu'à la fin de mon secondaire. Donc, j'ai vraiment arrêté d'écrire là la 2e année. Et je prenais mes notes vraiment avec l'informatique, là, avec le Versabraille, là. Mm-hmm. Puis tes notes puis tes travaux. Mes travaux, oui, tout avec, c'est ça. Puis on imprimait avec on pouvait imprimer là. Ouais, comme si on avait fait notre travail à l'ordinateur dans le fond là. Ouais. Mais c'était pas très compatible avec autre chose. Là. Non, c'est ça. Puis les jeunes faisaient pas encore leurs travaux à l'ordinateur dans ce temps-là. Non, absolument pas là. OK, c'est que ça a été quand même des côtés facilitants pour toi, là. Oui. Et socialement, avec est-ce que tu disais il y avait un département pour les non-voyants à la polyvalente, mais est-ce que tu as connu est-ce que tu t'es fait des amis non-voyants socialement? Ça s'est passé comment? Je me suis fait des amis non-voyants, oui, effectivement. Il y avait quand même une certaine différence d'âge. Je me souviens qu'il y avait parce que moi j'arrivais de l'école voyons, je cherche le mot là. Intégrée. Alors j'arrivais dans le fond à 14 ans, 15 ans, j'étais en secondaire 3, j'étais avec des gens des fois qui étaient plus vieux que moi. Fait que c'était sûr que il y avait comme un décalage d'âge des fois qui faisait que c'était peut-être un peu plus difficile au début. Mais je me suis aussi intégrée dans la polyvalente avec les élèves en régulier, donc dans certaines activités parascolaires, là, entre autres l'harmonie. Il y avait d'autres choses aussi, je me souviens moins là. Mais ça m'a permis
quand même de socialiser un peu aussi, là. OK. Puis l'été, quand je suis partie de Fermont, j'avais gagné un camp musical. Donc l'été avant mon secondaire 3, je suis allée à Asbestos dans un camp musical où j'ai fait de la flûte traversière. Puis les 3 étés suivants, je suis allée à Métabetchouan aussi dans un camp musical. Donc c'était 2 semaines dans l'été, 2 ou 3 semaines dans l'été. Et ça, c'était un camp avec d'autres jeunes, c'était des jeunes voyants, là, ou non? Oui, tout à fait. OK. Ouais. OK. Ça m'a pris un peu de temps avant de comment je dirais, m'intégrer plus avec des personnes non-voyantes. C'est pas parce que je voulais pas, mais j'étais comme plus habituée d'être avec des personnes voyantes. C'est puis, ça, depuis le début de ton... oui, puis au second, c'est difficile parce qu'on veut pas se retrouver non plus à part. On veut pas vivre dans un monde à part. Des fois, quand on se retrouvait à Polyvalente, si on se retrouvait 2 personnes non-voyantes dans la même classe intégrée, ben les gens voyants semblaient dire souvent rapidement, les 2 personnes non-voyantes vont travailler ensemble. Ils se connaissent, puis ils vont être ensemble. C'est ça, c'est 2 amis, mais ça veut pas dire... Qu'on soit un voyant ou non-voyant, on peut pas être ami avec tout le monde, là. Non, c'est ça. Mais là, comme il y en avait 2, les gens avaient tendance à vous associer, puis... C'est ça. Alors, je pense que j'étais sûrement pas la seule à Polyvalente à essayer de m'intégrer. On voulait pas rester juste un petit groupe ensemble, devenir juste comme un ghetto. Donc ça a été comme quelque chose que tu t'étais fixé, toi, là, de continuer à t'intégrer avec les autres, puis... Oui, c'est sûr que je souhaitais continuer ça. En même temps, ça c'était peut-être aussi justement pour comment je dirais ça, rester intégré le plus possible, là, essayer de vivre dans le même monde que tout le monde, comme on dit, là. OK. Mais ça a quand même relativement bien fonctionné. Oui, Mm-hmm. oui. Il y a eu quand même des temps d'adaptation, il y a eu des temps plus difficiles, c'est sûr. J'ai eu une autre baisse de vision vers la fin de mon secondaire aussi qui a quand même fait des changements, comme je lisais encore avec la télévisionneuse pour la musique seulement. À la fin de mon secondaire, là, j'étais vraiment totalement en braille, donc j'ai dû apprendre, j'ai sauté vite tout ça, mais j'ai dû apprendre le braille mathématique, j'ai dû apprendre le braille anglais. Il me restait juste le braille musical quand je suis arrivée à la fin de mon secondaire que j'avais pas appris encore. OK. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'apprentissage, puis beaucoup de changements de vision, puis tout ça. Oui, toujours des adaptations. Hein? OK. Mais comme quand tu disais, tu allais dans des camps, puis tout ça, c'était quelque chose que tu aimais, ça, tu sais, parce que c'était dans d'autres villes, puis dans d'autres... C'était des défis, ça. OK. À Asbestos, on était 4 de Fermont, donc ça n'a pas été trop difficile. On s'est retrouvés les 4 ensemble, on s'est fait d'autres amis là-bas, puis ça a bien été. Mais Tabetchouan, je me souviens pas comment j'avais entendu parler de ça. Peut-être justement dans les cours de musique au secondaire, je sais plus. Puis je me souviens, j'avais dit à mes parents, j'aimerais ça aller à Métabetchouan parce qu'Asbestos, c'était bien le fun, mais quand on jouait pas de musique, parce que c'est un camp musical, mais il y a quand même un peu d'autres choses. Quand on jouait pas de musique, c'était beaucoup du sport. OK. Fait que pour moi, c'était comme pas évident. Tandis qu'à Métabetchouan, quand on faisait pas de musique, il y avait un peu de sport, mais il y avait une plage où on pouvait aller se baigner. Il y avait d'autres activités plus comme de l'impro, des activités plus culturelles ou sociales. OK, c'était plus large comme activité, là. Oui, c'était plus diversifié. Mm-hmm. OK, ça te convenait plus. Il me semblait que ce serait plus le fun. Fait que mes parents, oui, on va te reconduire, puis tout ça. La première année, j'avais aucune idée de qui j'allais retrouver là. J'étais toute seule, là. Fait que j'arrive là-bas. C'est sûr que j'avais encore un peu de vision pour me déplacer quand même. J'ai un bon sens de l'orientation. Alors quand je suis arrivée là-bas, il a fallu qu'on me montre
un peu les chambres, l'endroit, les où est-ce qu'on va installations. manger, c'est ça. Les toilettes, naturellement, les endroits, les choses de base là, pour être capable. Puis la salle où on allait pratiquer, où on avait des réunions des fois ou des activités. Donc ça se trouvait être au séminaire de Métabetchouan. Le séminaire était comme loué au camp musical durant l'été. Fait que le premier soir, c'est sûr que quand on arrive quelque part, j'imagine que tu le vis aussi, ça se fait pas tout de suite le contact avec les gens. Ça prend un petit peu de temps. Hein. Les gens nous parlent pas tout de suite nécessairement. Puis ouais, mais ceux qui voient, je veux dire, eux autres aussi, il faut qu'ils s'adaptent. Là, exactement. Exactement. Là, tu sais, ils se demandent un petit peu comment on va agir. Ben oui, je sais pas, avec là. qui qu'on va s'entendre, puis comment que, tu sais, socialement ça va se passer. Puis ben c'est ça. Puis il y en avait qui se connaissaient aussi déjà. Alors je me souviens que mes parents étaient partis, on dit OK, essaye pendant il y avait un concert là, 3 jours plus tard. Fait qu'ils m'ont dit essaie pendant 3 jours, puis si ça va pas, on te ramènera à la maison. mais toi, t'avais bon espoir que ça marche ou si Oui, mais j'étais un peu nerveuse. Okay. J'étais un peu nerveuse, honnêtement, là. Quand je suis rentrée dans la salle pour aller s'asseoir pour la première réunion de groupe, puis là, je suis rentrée dans toute une lignée de chaises qui étaient là. Avec ma carte. Alors là, puis là, il y a personne qui bougeait trop, tu sais. Fait que là, c'est je pense que c'est mon frère qui est rentré puis qui m'a aidé à me trouver une place pour m'asseoir. Là, je me suis assise puis je me suis dit, dans quoi je viens de m'embarquer? Mais ça s'est quand même, ça s'est arrangé, là. Les gens après ça, ils se sont... Tranquillement, ça s'est arrangé. À un moment donné, je dis bonjour à quelqu'un. Puis là, c'était l'heure du souper après. Fait que, veut pas, on s'assoit pas tout seul à une table. Fait que là, on commence tranquillement à se parler. Puis, le lendemain matin, là, les moniteurs, ils ont dit, parce que le camp se passait sur une montagne. Donc, on était dans le séminaire pour coucher, tout ça. Mais le jour, pour aller pratiquer, il fallait monter dans une montagne. Puis les locaux de pratique étaient comme tout un peu étalés quelque part dans la montagne. Okay. Là, les moniteurs, ils ont dit, tu monteras pas à pied, on va t'amener avec nous autres en auto, parce que de toute façon, les autres devaient monter en auto pour apporter des choses pour le dîner et tout ça. Fait que le premier matin, je dis, c'est correct, tu sais. Là, après ça, je tente pas de monter en auto tout le temps. Moi, j'aimerais ça monter avec tout le monde à pied. Fait que là, tranquillement, avec les gens qui sont déjeunés aussi, puis moi aussi qui s'est déjeuné, là, je suis descendue à pied avec les autres campeurs, puis après ça, les autres matins, tranquillement, j'arrivais à la porte, puis là, j'attendais. Hein, Linda, tu t'en viens avec nous autres? Ben oui, pas de problème. Fait que l'intégration, c'est super bien fait. Puis, les responsables, eux autres, ils n'ont pas essayé de trop te surprotéger là, quand ils ont vu pas du tout. Non, pas tu étais capable de marcher. Oui, non, pas du tout. Ça s'est très bien passé là, à ce moment-là. Fait que je suis retournée, dans le fond, 2 autres étés après. Donc, j'ai fait 3 ans, naturellement pas avec le même monde, mais j'ai été 3 ans à aller... quand on sait qu'on est capable une fois, tu sais, je veux dire, après ça, on se dit, bon, ça va marcher. Puis les lieux étaient plus nouveaux. C'était juste de me remémorer un petit peu. C'est ça. En plus, c'est quand même un bon point, là, un bon point de départ quand on est déjà allé. Oui, c'est ça. On a escamoté un petit quelque chose au début. Oui. C'est de ma faute, c'est pas de la tienne. Mais parce que tu as parlé de ton frère. Est-ce que vous étiez une grosse famille, vous, chez vous? C'est vrai, j'ai oublié ça, moi aussi. On est 2. Il y a mon frère puis moi. OK. Mon frère est plus vieux que moi. OK. De beaucoup ou de... De 7 ans. Ah, quand même, OK. Oui. D'accord. Et revenons au secondaire. Quand on arrive comme en secondaire 4, secondaire 5, puis là, on commence à nous dire, bon, là, il faut penser à ce qu'on va faire après. Toi, qu'est-ce qui te venait en tête à ce moment-là? Moi, je voulais m'en aller en musique. OK. Ça, c'était très clair. Par contre, on avait un peu peur pour moi là au niveau les orienteurs et tout ça, là, les services d'orientation là, qu'on
d'habitude en secondaire 4-5 environ. L'orienteur avait appelé ma mère puis lui avait dit faudrait pas qu'elle s'en aille en musique. Ça va être difficile. T'sais, même les gens qui voient qu'ils s'en vont en musique, c'est difficile, c'est précaire. Ce serait mieux qu'elle s'en aille dans du travail de bureau. Alors là, ma mère a dit oui, mais elle, c'est ça qu'elle veut. Fait que ça sert à rien quand même que vous essayeriez de faire changer d'idée, ça fonctionnera pas. T'étais quand même quelqu'un d'entêté? Oui. OK. Quand même. Fait que là, finalement, c'est sûr qu'ils m'ont pas encouragé tant que ça à aller en musique, là. Mes parents, oui, mais mes parents m'ont dit, tu vas, essaye, puis si ça fonctionne pas, coudonc. Ouais, là, t'auras pas le choix de... Ouais, ça a été un peu toujours la mentalité de mes parents, puis de mon frère, de me dire, essaye, puis si ça va pas, Là, on réajustera, mais au moins essayer. C'est ça. Alors, quand j'ai arrivé en secondaire 5, quand j'ai demandé, j'ai pris les informations, tout ça, pour aller au cégep en musique. Là, fallait passer une audition, etc. Alors, je l'ai pas dit à personne. Les parents le savaient, naturellement. Ma famille le savait, mais pas à l'école. Okay. Je me suis absentée pour aller passer l'audition en musique. À ce moment-là, j'avais des cours privés depuis déjà 2-3 ans en flûte traversière. Donc, mon professeur privé m'avait aidé à me préparer tout ça à l'audition. Alors, je suis allée passer l'audition au cégep. C'était au cégep Sainte-Foy. A fallu je me souviens, il y avait un examen théorique aussi à passer, donc ils ont dû la faire en braille. Je pense que c'était justement les services de la polyvalente là, qui faisaient du braille aussi pour d'autres, ou bien c'est braille Jumico, je me souviens pas. Bref, ils ont fait faire l'examen en braille. Il y a une partie qui a été oralement, parce que je pouvais pas écrire, mais il fallait écrire des notes de musique. Ça, c'est pas possible. Là. Au VB2, non. Hein? Non. Je me rappelle un petit peu, moi je faisais pas de musique, là, mais je me rappelle un petit peu des limites là, du VB2. Là. C'était bien le fun pour... Petite parenthèse, déjà les maths au VB2, c'est ça. Moi, là, c'est là que j'ai démissionné, hein, des maths, là. Oui? Non, Okay. Non, attends, je recommence. C'est là que j'ai commencé à faire mes maths à la télévisionneuse. Ah, OK. Parce que avec le VB2, là... Bref, te rappelle des souvenirs quand même. Oh que oui. Alors, c'est ça. Je suis allée passer l'audition instrumentale, l'examen théorique et l'examen pratique qui était fait oralement. J'ai eu la réponse quelques semaines plus tard. J'ai été acceptée en musique. Oh, quand même, bravo. Donc, l'année suivante, je me suis en allée en musique au cégep. C'est un cours de 2 ans que j'ai fait en 3 ans parce que pour avoir un peu plus de possibilités, parce que déjà en flûte, faut tout apprendre par cœur. On n'a pas 3 mains, donc 2 mains sur la flûte, il n'y a plus de mains pour le bras. C'est ça, parce que ça aurait fait partie d'une prochaine question, là, parce que là, tu pouvais voir tes notes sur la télévisionneuse, mais là, en braille... Ouais, en fait, je les voyais encore. La première année, on m'a donné une base de braille musicale avant que je quitte la polyvalente. C'était monsieur, je sais pas si tu l'as déjà interviewé, peut-être que oui, monsieur Jacques Côté, qui était prof de braille à polyvalente. Ah, mais je l'ai pas encore interviewé, ça viendra peut-être. Alors, c'est lui qui m'a appris le braille, en fait. OK. C'est dans ce temps-là, justement, comme il y avait un département à la polyvalente, il y avait quelqu'un en mobilité, quelqu'un au niveau du braille. Donc, lui m'a donné une base de braille musicale avant que je quitte la polyvalente, mais je m'en servais pas tant que ça parce que je voyais encore assez pour la télévisionneuse. Puis honnêtement, c'était beaucoup plus facile. C'est ça, hein? Mm-hmm. Alors, ma première année de cégep, j'étais encore avec le VB2, je pense. Ça a été ma dernière année avec le VB2. Donc, naturellement, mes examens de musique, littérature ou histoire de la musique, tout ça, c'est correct. C'était plus et de l'écriture.
l'examen de formation auditive et tout ça, on les faisait oralement. Je les faisais avec le professeur oralement. Par contre, je suivais tous mes cours avec tout le monde. Là. J'étais vraiment revenue totalement intégrée à ce moment-là. De toute façon, j'avais pas le choix. J'étais la seule personne non-voyante à ce moment-là en musique. Ouais. Et j'ai vraiment tourné vers le braille musical complètement en deuxième année de cégep parce que là, ma vision a encore baissé. Et là, c'était plus possible de lire avec la télévisionneuse. OK. Et là, comme tu disais, ben là, faut apprendre par cœur. C'est plus tout à fait le même. Non. Il faut apprendre par cœur. Donc, c'est mesure par mesure. Puis, des fois, en flûte, c'est des passages de double croche et tout ça. Fait que ça devenait temps par temps. Ouais. Faut que je dise aussi, j'étais en flûte, en musique au cégep, on a droit à 2 instruments. OK. Donc, j'avais flûte comme premier instrument parce que je suis rentrée en flûte, puis j'avais le chant comme instrument secondaire. Ah, d'accord. Et ce qui me permet de dire qu'à l'université, j'ai fait le contraire. J'ai rentré en chant à ce moment-là. Ah bon? OK. Le chant, est-ce que c'est un peu les mêmes défis ou si c'est... C'est moins pire. OK. C'est moins pire dans le sens que on peut lire en même temps qu'on chante. C'est sûr, je peux pas lire les paroles puis les notes en même temps. Mais ça prend plus naturellement que la flûte où vraiment tu dois lire, mémoriser puis jouer. OK. C'est qu'il y a ça d'avantageux, là. Ouais, ça sauve un peu de temps. OK. Parce que c'est ça, c'est tous des apprentissages ça, que les autres n'ont pas besoin de faire, là, puis que toi, il faut que tu y mettes l'énergie. Là. Ah oui, c'est clair. Puis de passer à la musique, lire avec les yeux, puis musique en braille, ça aussi, c'est un certain choc. Ben, c'est toutes sortes de médias là, tout à fait différents. Là. On s'ennuie de voir nos hauteurs de notes. Tu sais, quand on lit la musique avec nos yeux, qu'on voit une portée, on voit la note sur la portée rapidement avec l'œil, on est capable de voir la note est en haut, en bas, dans le milieu. Donc, si elle est en haut, la note va être plus aiguë, etc. Mais en braille, tu as un symbole devant la note qui dit l'octave de la note. Tu as la note, puis bon, il peut y avoir d'autres des symboles de nuance, des symboles d'articulation, etc. C'est tout linéaire, c'est pas vertical. C'est ça, c'est une autre façon très différente. Ben, encore là, c'est beaucoup d'apprentissage de symboles, puis d'être capable de déceler ça rapidement quand même. Oui, puis bon, il y en a peut-être qui sont capables plus que moi de le faire, mais c'est pas aussi rapide pour visualiser. C'est-tu le dos en bas de la portée ou le dos troisième espace? Mais le braille dans son ensemble, là, revenons aux mathématiques, là, c'est un peu le même le même phénomène. Là. En imprimé, souvent, ils ont des beaux graphiques, des beaux arbres, des tout bien ouais. en braille. Ben, c'est linéaire. Hein, c'est, Oh, oui, absolument, absolument. L'ensemble des études collégiales, tout ça, quand même, ça s'est bien... Tu dis, tu l'as fait sur 3 ans. Oui, c'est ça. J'ai fait 3 ans pour le cégep, puis l'université qui était 3 ans, je l'ai fait en 4 ans. Donc, j'ai pris 1 an de plus aux 2 places. J'avais pris 1 an de plus au secondaire aussi à cause de l'apprentissage du braille. Donc, on m'a enlevé des cours, donc je devais les reprendre. Fait que finalement, c'était pas si dramatique que ça, là. C'est ça. Tu as pris un petit peu plus de temps, l'histoire de bien faire les choses, puis d'être capable de... Ouais, puis d'avoir le temps de vivre un peu aussi, là. Et après l'université, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu compliqué, mon affaire. Moi, Ah bon? c'est ça. J'ai fini mon bac en musique. Pendant que j'étais en musique, j'ai suivi il fallait prendre des cours, ce qu'on appelle hors faculté. Puis, faut juste que je revienne un petit peu. Moi, déjà, je chantais à l'église quand même souvent. OK. J'avais commencé ça. J'avais fait un petit peu à Fermont dans des chorales d'enfants, mais plus à Québec, peut-être en 88, 89 à peu près, là.
Donc, je chantais à l'église, puis j'aimais ça. Puis, dans ce temps-là, c'était plus comme un loisir, mais à un moment donné, ben tranquillement, quand j'ai commencé en musique, mais j'ai commencé à chanter aussi dans des mariages, puis là, d'être rémunérée pour le faire, fait que ça faisait je commençais à avoir un certain travail, si on peut dire ça comme ça. Parce que quand tu chantais à l'église, c'était quoi, pendant les messes, là, pendant les Oui, cérémonies? c'était les messes, puis après ça, c'était des mariages et tout ça. Donc, j'ai eu le goût dans mes cours, j'ai suivi des cours hors faculté. Je suis allée me chercher des cours en théologie. OK. Donc, c'est ça. J'ai suivi, je pense que c'était deux, trois cours hors faculté qu'il fallait faire. J'ai suivi certains cours. Puis, j'ai rencontré des gens qui avaient vécu, entre autres, une expérience chrétienne pendant un an au ce qu'on appelle le Centre Agapé, qui est un centre de formation chrétienne, là. OK. Alors, je suis allée, puis souvent, moi, les décisions que j'ai prises, c'était beaucoup intuitif. Fait que quand j'achevais mon bac en musique, je me disais, j'avais un peu la phobie de pas travailler, puis en même temps, je me disais, me semble, j'aimerais ça vivre cette expérience-là. Que c'était un autre défi, d'aller se retrouver. J'en étais 7. L'année suivante, quand j'ai terminé en musique, je me suis inscrite en théologie. Puis cette première année de théologie-là, je l'ai fait ce qu'on appelle au Centre Agapé, à vivre une expérience chrétienne. On était des gars, des filles, là, en même temps, avec un certain cheminement spirituel et tout ça. Et c'était où, ça? C'était à Québec. Ah, OK. Oui, c'était à Québec aussi. Puis, à ce moment-là, ben, je me suis inscrite en théologie au certificat. Parce que c'était ça. On faisait un an de théologie, donc c'était un certificat. Puis, on vivait d'autres activités plus spirituelles durant l'année. Ce qui m'a amené à travailler à Sainte-Anne-de-Beaupré l'été suivant. Oh. C'était mon premier travail d'été. OK. Donc, j'ai travaillé dans l'équipe, ce qu'on appelait l'équipe de pastoral jeunesse. Alors, on s'occupait de l'animation, des chemins de croix, des heures d'adoration, de se promener sur le terrain, jaser avec les pèlerins, tout ça. Alors, ça a été, c'est plein de défis. C'est sûr que je passe vite, là, mais ça a été beaucoup d'adaptation, beaucoup d'ouverture. Fallu apprendre les lieux. Je pense que on peut se douter de tout ce que ça peut avoir demandé comme adaptation, comme ouverture des gens aussi qui m'ont engagé là-bas, là. Oui, c'est ça, parce que ça compte pour beaucoup, puis pour les gens que tu as dû croiser sur place aussi. Là, ouais, puis les ceux avec qui je travaillais, on était une équipe de 8-9 personnes. Là. Mm-hmm. Mais l'expérience s'est super bien passée. J'ai travaillé 3 étés là-bas. Ah ben, quand même. Fait que finalement, j'ai fait mon bac au complet en théologie. Donc, je me suis retrouvée à finir en 2002 avec 2 bacs. Hey, quand même. C'est du sport. Oui. Puis, à ce moment-là, ben, quand j'ai eu fini, j'avais fait des démarches pour travailler en pastoral et tout ça, mais les choses ont tourné autrement. Je me suis retrouvée on m'a appelé parce qu'on me connaissait, les gens me connaissaient. Braille Jumico avait fait mes transcriptions Braille pendant quasiment toutes mes études. Puis Monsieur Côté, qui était professeur de Braille, qui était rendu directeur de Braille Jumico, me connaissait aussi. Alors, à un moment donné, les autres avaient besoin d'une correctrice Braille. OK. De plus, il y en avait déjà une qui était là. Donc, ils m'ont engagé en 2002, quelques mois après que j'ai eu fini mes études. OK. Fait que je m'attendais pas à ça. C'était vraiment pas prévu dans mon cheminement parce que moi, je me disais, faire du 9 à 5, me vois pas faire ça, là. Pour moi, c'était trop de routine, là. Et c'était comme un peu un emploi qui est arrivé là comme oui, ça, là, de nulle. Qui est arrivé comme ça, puis que j'ai accepté, puis j'avais accepté en me disant, ben ça sera pour un temps, le temps que je réussisse à trouver autre chose, ou etc. Ma phobie, c'était de pas travailler, alors c'est sûr que j'ai accepté.
Mais je me suis retrouvée avec Braille Jumico, un bout de temps à temps plein. Ensuite, j'ai décidé que c'était du temps partiel. Et je me suis retrouvée avec la musique aussi qui continuait. Bouche à oreille, on finit par se faire un réseau puis avoir quand même du travail là aussi. Mais j'aimerais ça juste qu'on reste dans le braille quelques minutes parce que oui. moi le braille, ça a quand même révolutionné ma vie. Là, je l'ai appris très jeune. Par contre, jamais j'aurais pensé non plus un jour travailler dans une compagnie de transcription braille. Toi, tu disais, j'étais correctrice, mais exactement, c'est quoi qu'est-ce qui te faisait, comment ça se passait ton travail? OK, c'est que il y avait des transcripteurs braille qui transcrivaient des volumes ou des documents. Puis ces documents-là, on les embossait en braille, puis on me les donnait pour que je puisse vérifier s'il y avait pas d'erreur, si le formatage était correct. Donc ça m'a obligée aussi à parce que je connaissais le braille, mais lire le braille puis le lire pour le corriger puis connaître toutes les règles de formatage et tout ça, c'est pas si évident que ça. Il y avait du braille français, mais c'était en 90%. C'était du braille anglais que moi je n'avais pas lu depuis le secondaire. OK. Alors, je me souviens que les premières semaines, j'avais mal aux mains quand j'arrivais chez nous. J'étais trop crispée pour lire. Je voulais tellement faire ça correctement que j'étais trop crispée. Donc, j'arrivais chez nous, j'avais mal aux mains. J'avais de la corne au bout des 2 index. Ouais, ça c'est pas pratique. Non. Fait que c'est ça. Puis, une grosse partie de la clientèle, c'était américain. Il fallait apprendre vraiment les règles. Les autres sont très, très sévères sur les règles de formatage. Des listes en 1.3, puis des paragraphes en 3.1, puis des affaires en 1.5, les cellules braille, là. Fallait compter pour être sûr que c'était pas du 2.4, là, que c'était bien du OK, du 1.3, c'était très c'était touché là comme vérification. Très pointilleux. Oui. OK. En plus du texte, là. Faut pas qu'il y ait d'erreur dans le texte. Je me souviens que quand les affaires de mathématiques, ça prenait quelqu'un de voyant à côté pour avoir la copie imprimée pour que OK, il fallait confirmer le contenu là des formules ou ouais. Pour ce qui était en lecture complète, oui. OK. Puis tu passais après le technicien braille, après l'impression. Oui. C'est que tu décelais là tous les problèmes possibles, là, que ce soit de mise en forme ou ou si l'imprimante avait buggé ou si quoi que ce soit. Ah ben oui, effectivement. Nous autres, on appelait ça des picotineries dans le temps. Là. Des picotineries. C'est la première fois que je l'entends celle-là. Un point manquant ou un point en trop, on appelait ça des picotineries. On avait baptisé ça comme ça. Donc, puis je faisais un rapport de correction dans le fond, puis les erreurs étaient corrigées. Est-ce que tu trouvais beaucoup d'erreurs? Ça dépend. Des fois, oui. Des fois, non. Mais des fois, oui, effectivement. Et est-ce que là, c'est les mathématiques qui te faisaient le plus rusher, vu que c'était comme ça te prenait quelqu'un d'autre pour en plus vérifier? Oui, c'est ce qui prenait le plus de temps. Quoique je trouvais la chimie plus difficile. Oui, ben c'est ça, j'allais dire, là, en le disant, je me disais, il y a la chimie qui est pas évidente non plus, là. Puis, la chimie est pas évidente. Puis même le braille informatique comme tel pour la programmation, là. C'est ça, il y en a du détail là-dedans, là. Oui. Puis quand c'est pas nécessairement notre domaine, on avait tous les codes braille là, pour des fois vérifier. Fallait que j'aille vérifier même. Puis même dans les codes braille, des fois on se perdait parce qu'on dirait que des fois on avait l'impression que ça se contredisait d'une place puis à l'autre. Ah ben des fois on dirait qu'il faut tout lire là quasiment pour être capable de... Des fois, je me disais qu'il faisait exprès pour mettre ça compliqué, pour qu'on fasse des erreurs, je sais pas. Ou qu'on trouve pas complètement toute l'information. La bonne réponse, oui, c'est ça. Il y a les adaptations qui étaient pas évidentes. De plus en plus, parce que là, je travaille plus en braille présentement, mais je me souviens qu'en dernier, ce qui nous causait des maux de tête, c'était les adaptations pour les enfants, les livres pour enfants. Oui. C'était rendu tellement visuel que tu sais, c'est bien beau visuel, mais des fois ça donne rien de mettre ça en braille là.
Ben, c'est ça que je pensais à ça tantôt quand je te parlais des beaux graphiques de mathématiques, là. Mais, tu sais, les Exact. livres pour enfants, c'est beau. C'est extrêmement beau. C'est plein de couleurs, c'est plein de choses. Mais, après ça, quand tu viens pour essayer d'adapter ça en braille, là. Oui, puis c'est plus visuel qu'avant. On n'est pas vieux, mais je pense que c'était pas si visuel que ça dans le temps. Ah non, c'est ça, exactement. C'est que ça a été les gros défis de ta carrière dans le monde du braille. Ouais, de voir aussi des fois conseiller, parce que des fois on venait me voir pour dire ben toi tu vois pas comment Comment on tu ferais devrait ça? adapter Mhm. ça pour que la personne comprenne, puis tu sais se mettre dans la peau d'un enfant de X années, de je sais pas moi 7-8 ans qui voit pas ou qui a jamais vu. C'est pas la même chose non plus, quelqu'un qui a jamais vu puis quelqu'un qui a vu un peu. Effectivement. Et puis, il faut y donner toute l'information, puis il faut pas en donner trop non plus, parce que je me souviens que des fois, tu essaies de décrire quelque chose, mais il faut pas que tu donnes comme des Tu donnes la réponses. C'est ça. Hey, ça, là, ouais, ça, c'est les défis des Les braillistes. braillistes. Ouais, exactement. Donc, tu as fait ça en tout et pour tout combien de temps? Parce que là, tu dis que tu le fais plus. J'ai arrêté quand Braille Jumico a été vendu l'année passée, en 2019. C'est ça fait pas si longtemps. Non. Ça a terminé en décembre 2019. J'ai eu peut-être 2-3 petits contrats avec T-Base. C'est T-Base qui a acheté Braille Jumico. Oui. Puis fait que j'ai eu 2-3 petits contrats à distance avec T-Base, mais T-Base préférait peut-être plus avoir, ça n'a pas été dit clairement, mais à mot couvert, on préférait avoir des gens sur place. On m'a donné à un moment donné des contrats parce qu'on trouvait justement des picotineries dans les volumes. Puis là, ben il y avait personne sur place qui était capable de lire la copie braille. Les autres à l'écran, les picotineries, on les voit pas, là. Quand c'est un problème de machine, d'imprimante, d'embosseuse, qui fait un point de trop ou un point manquant, ben sur le braille écran, ça paraît pas. C'est ça, ben oui. Fait que ça prenait absolument quelqu'un qui était capable de lire le braille papier. Fait qu'ils m'ont envoyé quelques volumes là au début de la pandémie à peu près là, au mois de mars-avril l'année passée. Mais je sais qu'ils cherchaient plutôt des gens sur place. Puis moi, j'étais pas prête à déménager à Ottawa. Là. Ben non, parce que là, ça, c'est une autre affaire. Ben, c'est parce que j'ai un autre travail ici en musique, que je suis travailleuse autonome, là, quand même depuis 2012 à peu près. Okay. 2011-2012. Ouais, parce que c'est ça, avant que je t'arrête pour le braille, tu me parlais de ça, là, de contrats dans le domaine de la musique, ça fait que... Oui, c'est ça. Alors, pendant toutes ces années-là, de 2002 à 2019, j'ai comme, je dis avec en farce que j'avais une double vie, là. Donc, le braille et la musique. J'avais environ 25 heures de travail au niveau du braille, des fois 20 et 25 heures. Puis, le reste du temps, c'était soit la musique dans différentes paroisses. Dans les centres d'hébergement aussi, en 2005, j'ai commencé dans des centres d'hébergement CHSLD. Donc, OK. Aller faire du chant pour les personnes qui ouais, étaient là? Mm-hmm. Du chant, de la musique là-bas. J'ai commencé avec 1, 2, puis à un moment donné, je me suis retrouvée le CS Santé, le Centre Spiritualité Santé, m'ont engagé pour plus régulier. Alors, ben là, avec la pandémie, tout s'est arrêté, mais présentement, avant que ça se termine, j'avais 10 centres d'hébergement par semaine. 10 par semaine? Oui. OK. Donc, à des moments dans la semaine, tu allais dans un puis dans l'autre. Exactement. Le lundi à une place, le mardi à l'autre place. J'en avais à peu près 2 par jour, là. Puis, la fin de semaine, ben à partir il y a peut-être 5-6 ans, on m'a demandé d'être coordonnatrice pour la musique et le chant à ma paroisse. J'ai un contrat dans le fond avec eux autres pour toute la partie. Je fais la coordination, je vais chanter aussi, mais je vais coordonner. J'ai une vingtaine de personnes là, qui
soit pour le chant ou pour la musique, sont présents aussi pour que je dois coordonner, là. Faire les horaires, faire le lien entre l'équipe pastorale puis les personnes qui chantent ou qui jouent, là. Donc, c'est pas mal ça. Moi qui avais peur de pas travailler, je faisais du 7 jours sur 7 avant que la pandémie commence. Et quand même, hein? Ouais. Puis c'est de la façon que tu m'en parles, puis de la façon que je le comprends, c'est quand même varié parce que tu chantes, tu fais de la musique, mais tu coordonnes aussi des gens. J'imagine que quand tu vas dans des places pour chanter pour des personnes, il y a des personnes qui te parlent, il y a des personnes qui sont contentes que tu sois là, puis que ça leur fait du bien, puis tout ça. Tout à fait. Moi c'est vraiment ce que je souhaitais. Si je retourne au secondaire ou tout ça, c'est vraiment ce que je souhaitais. Je voulais pas de la routine, ben j'en ai pas. Je souhaitais, quand j'ai terminé à l'université, que mes 2 bacs me servent. Ben mes 2 bacs me servent, autant en théologie qu'en musique. Donc, moi, je peux pas demander mieux. C'est sûr qu'il reste une chose, c'est que c'est précaire. Ouais. Puis surtout, mais on comme peut pas tout avoir dans la vie. Ouais. Mais surtout que là, en temps de pandémie, c'est sûr que c'est moins évident. Là, c'est sûr que c'est moins évident. On fait un peu de virtuel, mais quand même, c'est pas si facile que ça. C'est sûr que j'ai pas d'indice qui dit que ça reprendra jamais, mais c'est pas clair. C'est difficile autant que je trouvais ça difficile au début de la pandémie de m'imaginer qu'est-ce qu'on ferait en temps de pandémie. Autant que maintenant, je commence à avoir de la misère à imaginer le jour où on va entendre qu'on peut sortir sans masque. C'est comme... Ben déjà, c'était pas évident quand le déconfinement a commencé au mois de mai-juin, je pense à peu près. Ouais, juin surtout là. Avec tous les changements qu'il y a eu dans les lieux publics, c'était quand même pas facile là. Non. Non. Je pense pas que ce soit encore facile non plus. On va avoir encore quelques adaptations à vivre, là. Comment tu t'organises? Parce que moi, sérieusement, là, j'essaye le moins possible c'est comme là, d'aller au centre d'achat, chercher, admettons, ma prescription. Là, je l'ai fait livrer maintenant. Tu sais, Ouais, moi aussi, je fais livrer tout ce que je peux. J'habite aussi avec ma mère qui a un problème visuel aussi, qui voit plus du tout maintenant. Okay. Donc on est 2. Fait qu'on se complète. Des affaires qu'elle a vu plus longtemps, qu'elle fait plus facilement, puis d'autres affaires que c'est moi qui fais plus facilement. Donc on se complète. Mais pour les courses et tout ça, c'est sûr que ça devient plus compliqué avec tous ces changements-là, puis les flèches, puis moi, l'épicerie, j'ai commencé à la faire en ligne au début de la pandémie. Ça m'a pris un peu de temps, là, ça m'en prend un peu moins. Le reste, pharmacie, livrée, c'est sûr. Puis, c'est sûr qu'il faut demander de l'aide aussi plus, là. Ouais, c'est ça. Il y a moyen de en tout cas, de faire nos choses comme on faisait, mais de façon différente, là. Tu dis, on fait plus de virtuel. Toi, le côté informatique, le côté, justement, pour faire du virtuel, pour toi, est-ce que c'est facile? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est... Ça va, je dirais, ça va mieux. Ça a demandé une adaptation. Zoom, ça va bien. Skype, j'ai plus de misère un petit peu. Je pense à le comprendre ou à le visualiser. Ou peut-être qu'il est moins accessible. Là. Je m'avancerai pas là-dessus parce que... est-ce que tu utilises le Skype sur l'ordinateur ou sur ton téléphone? Je l'utilise sur mon téléphone, je trouve ça plus facile. J'aimerais bien l'utiliser sur l'ordinateur, mais honnêtement... c'est ça que j'allais dire. Moi, sur l'ordinateur, je trouve ça plus difficile là, que qu'admettons, sur le iPhone. OK. Ça me prouve que je suis pas trop folle, finalement. Je suis pas toute seule à penser ça. Non, puis pour jaser, des fois, sur des groupes, là, puis on a toutes nos facilités puis en tout cas les choses qu'on trouve plus faciles puis plus difficiles là, mais en général là, les gens trouvent que c'est plus facile
Même les applications, Facebook est beaucoup plus facile sur l'iPhone que sur l'ordinateur. Ça, c'est incontestable. Là. Sur l'ordinateur, moi, je suis plus capable de rien faire. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé. Mais quand même, ça demande. Des fois, c'est frustrant aussi quand même là. Je veux pas trop m'embarquer dans le négatif là, mais de tous ces changements-là, certains sites qui sont pas accessibles. Et c'est que ça peut arriver du jour au lendemain. Hein. Une journée, ça marche très bien. Le lendemain, on se connecte, puis là, rien ne va plus. C'est comme... Oui, c'est ça. Puis il y a tellement de plus en plus de choses qu'on doit faire en ligne. Puis on nous c'est pas accessible. On nous incite tout le temps. Hein. On appelle quelque part, on est en attente, puis ça dit toujours... Hein, ça va aller plus vite si vous allez sur le site Internet puis que vous fassiez ça vous-même. C'est comme... Oui, c'est ça. Si le site Internet est accessible, j'ai pas de problème. Quand il l'est pas, c'est autre chose. C'est ça. Mais des fois, on le sait pas. Hein. C'est ça. On a encore du travail à faire là-dessus, je pense. Je pense que oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter? Est-ce qu'on a fait le tour, tu dirais? Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour de tout ça, je pense. En tout cas, on a fait un beau tour, tant qu'à moi. Je pense que, encore une fois, on a découvert quelqu'un de positif, quelqu'un de fonceur, hein, quelqu'un qui s'est même qui a mis des petits défis sur sa route hein, pour démontrer que ça se fait, hein, ça se peut. C'est pas parce que quelqu'un nous dit que ça va être trop difficile que c'est nécessairement vrai. Il y a ça. Puis je pense aussi que c'est sûr que présentement, j'ai moins de travail, travailleuse autonome, c'est plus demandant au niveau de l'organisation, au niveau du transport. On n'a pas parlé de tout ça, mais le transport adapté, je fais tout ça en transport adapté. Heureusement qu'il est là. J'en faisais un petit peu par autobus, là, mais dépendamment des places, c'est beaucoup soit le transport adapté, soit le taxi. Donc, ça demande une grosse organisation d'horaire, de planification, etc. Mais je pense que quand on fait ce qu'on aime, il y a une grosse partie là, qu'on est plus capable de vivre là. Oui, c'est ça. Faut pas se laisser arrêter par des irritants, je dirais. Des choses qui peuvent... Tu sais, le transport adapté, je veux pas qu'on embarque dans le dossier parce qu'on pourrait en parler très longtemps. Mais il y a des jours que c'est très, très, très utile et que ça va très bien. Puis il y a des jours que c'est moins facile, mais faut pas s'arrêter non plus pour... Oui, mais faut assumer aussi dans le sens que, par exemple, si je prends 2 contrats très, très rapprochés, que je sais très bien qu'en transport adapté, ça va être risqué. C'est ça. Ben, je dois assumer que je vais peut-être prendre un taxi. C'est ça. Faut y aller en conséquence de ce qu'on a prévu. C'est ça. Ou sinon, j'accepte pas les 2 contrats. C'est tout. Mais en général, ça se passe très bien. Mais ce que j'aimerais laisser peut-être comme message, c'est que l'important, je pense qu'on voit ou qu'on voit pas, ou peu importe les limites qu'on a, c'est d'essayer de faire ce qu'on veut faire dans la vie, là. C'est ça. Mm-hmm. Si ça fonctionne pas, après ça, il y a toujours le temps de changer, mais si ça fonctionne, pourquoi pas, tant mieux, là. Ben oui, parce que la preuve, sinon, si tu avais écouté l'orienteur, tu te serais en allant en travail de bureau, puis... Ouais, mais j'aurais probablement pas aimé mon travail, puis ça m'aurait pas tenté de me lever le matin. Hein. C'est ça, exactement. Tandis que là, t'as fait ce que tu avais envie, puis ça a fonctionné, en plus. Exact, exactement. Mm-hmm. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On a parlé de musique, on a parlé de braille, on a parlé de persévérance, puis... Moi, je le dis souvent dans plusieurs entrevues, parce que tu as dit faire ce qu'on aime. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils aiment. Hein? Il y en a qui aiment moins de choses, qui ne savent pas trop où s'en aller. C'est important de se trouver des intérêts, des passions même, puis
d'essayer d'aller plus loin là-dedans. J'allais dire au bout, mais d'aller plus loin. En tout cas, d'entreprendre des projets, d'entreprendre des études. En tout cas, toi, tu nous as quand même démontré un éventail assez intéressant de possibilités là, dans le domaine que toi t'aimais. Oui, c'est ça. Alors, je te remercie beaucoup, Linda. Ça a été, comme je le dis, ça fait 3 fois, je pense, là, mais ça prouve que c'est vrai. Hein? Très agréable. Moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment connu quelqu'un aujourd'hui de plus dans tous les invités de mes entrevues. Ça a été très agréable. Ben, ça me fait plaisir. Un gros merci. Merci, à la prochaine. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!